Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci chère auditrice, chers auditeurs de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, premier de la série La Relève, dédié aux jeunes médecins, dermatologues et chirurgiens qui se consacrent à l'esthétique, j'ai tendu mon micro au Dr Diala Ekal, diplômé en médecine morphologique et anti-âge et titulaire entre autres d'un diplôme universitaire en lasers médicaux. Diala Ekal participe à de nombreux congrès internationaux pour échanger sur sa pratique et sur les dernières innovations. Qu'est-ce qui donne envie d'exercer cette médecine qui embellit, mais qui peut aussi standardiser les visages ? Doit-on satisfaire toutes les demandes ou s'en tenir à son propre goût ? Ensemble, nous parlons de tout ça, mais également des dictats véhiculés par les réseaux sociaux, d'éthique, de beauté, d'âge et de préjuvénation. Micro. Bonjour, Dr Diala Ekal, merci de me recevoir pour cet entretien. Vous êtes jeune médecin formé à la pratique des actes esthétiques et j'avais très envie de vous interviewer pour ce hors-série La Relève que je fais dans mon podcast. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer cette médecine qui embellit, rajeunit ou transforme ? Bonjour Isabelle, merci de venir m'interviewer ce matin. Ce qui m'a amené à choisir la médecine esthétique, c'est ce lien spécial que je crée avec mes patients, qui est vraiment une source infinie de motivation. Donc, pouvoir les accompagner dans leur parcours de transformation, être témoin de leur confiance retrouvée et de leur bonheur, cela dépasse largement le simple aspect médical. C'est une relation humaine basée sur la compréhension, l'empathie et le respect mutuel. Ok, mais quand vous avez choisi, quand vous avez décidé de vous diriger vers cette médecine, est-ce que c'est parce que vous aviez autour de vous des gens qui la pratiquaient ? Qu'est-ce qui vous a amené profondément quand vous étiez jeune ? Depuis quand savez-vous que vous ferez de la médecine esthétique ? Dans mon entourage, il n'y avait pas de médecin esthétique. Ce qui m'a amené à choisir, comme je disais, de devenir médecin esthétique, c'est bien plus qu'une simple décision professionnelle. C'est l'aboutissement d'une passion pour la beauté, le bien-être et la santé, ainsi que le désir de faire une différence significative dans la vie de mes patients. Vous avez toujours eu le souci de la beauté dans votre vie depuis que vous êtes adolescente ou... Oui, effectivement, j'aime bien la beauté, les critères de la beauté. Donc, j'essaye toujours aussi d'être à jour et de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, à travers les cultures, les continents, comment on voit la beauté à travers les 5 continents. Oui, c'est vrai que vous avez publié un article où vous engagez vos confrères et consoeurs à justement tenir compte des origines ethniques et culturelles des patients parce que ça vous donne une indication, vous, par rapport peut-être aux attentes qu'ils pourraient avoir face à Exactement, leur image. Exactement, tout à fait. Est-ce que vous avez une spécialité, des traitements préférés ? Je n'ai pas une spécialité de traitement préférée, mais j'aime beaucoup les combinaisons de traitements, donc les associations synergiques. Comme vous savez, maintenant, on a des avancées technologiques, scientifiques très, très évoluantes tous les jours. Donc, savoir combiner tous ces traitements est vraiment très important dans notre pratique quotidienne. Par exemple, le traitement de cicatrices me passionne puisque ça change complètement la vie de nos patients. Oui. Ça leur donne un confort et plus de confiance en eux, j'imagine. Plus de confiance, plus d'estime et ils vont retrouver leur corps qui a été dénaturé par la cicatrice. On dit évidemment quand on exerce cette médecine qu'on est touché par la beauté, qu'on a envie que les gens se rapprochent de l'image d'eux-mêmes et de l'apparence physique qu'ils souhaitent pour être bien dans leur corps, bien dans leur vie sociale aussi. Et certains de vos confrères et consoeurs estiment qu'il faut avoir un certain sens artistique pour exercer. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Quand on parle de la beauté, on doit avoir ce feeling artistique dans notre pratique quotidienne. Donc tout commence par une bonne évaluation clinique. Et après, on va bien entendre aussi le patient et écouter ses expectations. Qu'est-ce qu'il attend de nous et savoir le diriger dans ce parcours artistique tout en répondant à ses attentes qui doivent toujours être réelles et à son bien-être. Oui. Et donc, ces attentes, ça peut effectivement parfois ne pas correspondre à votre propre goût. Tout à fait. Et donc, je dis régulièrement non, j'explique régulièrement les choses.
On reprend parfois l'anatomie, la physiopathologie, les règles anatomiques et les règles de beauté. Donc oui, tout à fait. Il faut savoir aussi accompagner nos patients et les diriger. Parfois, ils ne sont pas sur la bonne voie. Il faut savoir les mettre dessus. D'accord. Vous avez commencé à exercer à quel âge ? J'ai commencé ma première année de médecine à l'âge de 17 ans. Et j'ai bac plus 17, puisque tous les ans j'ai un diplôme, et même plusieurs diplômes. Donc j'ai commencé à exercer à partir de mon premier jour post-thèse, donc il y a 10 ans à peu près. D'accord. Et vous vous rappelez du premier traitement que vous avez fait, du premier ou de la première patiente que vous avez traitée ? Alors, je ne me souviens pas exactement du premier traitement, mais je me souviens toujours des premières cicatrices traitées. Donc, comme je disais, c'est toujours vraiment glorieux. Cette satisfaction de patient nous ramène, nous fuel, je dis, nos énergies au quotidien. Le patient vous embrasse, il est en larmes, donc c'est vraiment très émouvant dans notre pratique tous les jours. Qu'est-ce qui vous rapproche ou au contraire vous distingue de vos pairs plus âgés ? J'adore mes pairs plus âgés puisqu'ils sont mes mentors et je suis toujours là à les écouter. D'ailleurs, je profite de ce podcast pour les remercier tous d'être là et je les appelle mes anges gardiens. Donc, je vais prendre leur expertise et je vais, avec mes diplômes, en tout cas récents, mettre cette expertise à jour avec les dernières technologies. Nous sommes complémentaires. Eux, ils vont avoir l'expertise, la longue expérience. Et nous, en tout cas, jeunes médecins, plus présents sur les réseaux sociaux, par exemple, on va pouvoir toucher une grande audience à travers nos plateformes de réseaux sociaux. Donc, tout à fait, je considère que nous sommes complémentaires. Parce que les médecins plus âgés, parfois, ils sont un peu dépassés par les réseaux sociaux, non ? Oui, ou bien tout court, ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux puisqu'ils n'ont pas le temps, par exemple, de s'y mettre. Donc, par exemple, je pense à un collègue qui revient régulièrement vers moi, me demander qu'est-ce que tu penses, comment je peux poster, comment je peux effectivement cibler ma patientèle, etc. Donc, oui, tout à fait, on travaille en complémentarité avec des conseils des deux côtés. Alors c'est vrai aussi que être sur les réseaux sociaux pour un médecin, c'était pas forcément bienvenu et bien vu par le Conseil de l'ordre français. En tout cas, c'est vrai qu'ici mais ça a évolué de fait puisque les réseaux sociaux sont là et que il faut y être quand même. Alors, dans le monde entier, tous les conseils de l'ordre et la législation considèrent que nous, médecins, nous devons rester bien professionnels sur nos plateformes de réseaux sociaux. Donc, ces plateformes doivent être utilisées pour aller, en tout cas, passer des messages de santé, lutter contre des abus qui courent sur ces plateformes-là et être dans l'éducation thérapeutique. Voilà, dans l'information et pas dans l'autopromotion, on va dire. Tout à fait. Et ça, c'est partout dans le monde. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu recours à des traitements esthétiques ? Moi-même, oui, j'ai eu hydrafacial, donc un nettoyage de visage. J'ai de petites injections, des lasers, donc des soins non invasifs très doux. En tout cas, je fais ces soins pour mon bien-être et pour la prévention, justement, pouvoir commencer avant que mes premières rides s'installent profondément. Donc, c'est pour mon bien-être et pour la prévention de ma santé cutanée. Est-ce que c'est des traitements que des personnes de votre famille ou de votre entourage, des amis, pratiquent ? C'est aussi ça, peut-être, qui vous a mené vers cette médecine ? Non, pas du tout, vraiment pas. C'était mon amour, on va dire, et cette relation intime avec la beauté, le bien-être, comment pouvoir accompagner mes patients. C'est vraiment ça, c'est pas des traitements esthétiques dans mon entourage en particulier. Personne n'y va spécialement autour de vous ? Alors, je vais vous dire, Isabelle, je suis d'origine libanaise et au Liban, dans chaque foyer familial, il y a un crédit à la banque
ça s'appelle un crédit médecine esthétique. Donc, c'est bien incrusté dans notre culture orientale. Comme ici, par exemple, vous avez un crédit maison, crédit voiture. Là-bas, il y a aussi également un crédit de médecine esthétique. Donc, les gens, c'est dans leurs mœurs, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est comme on mange, on sort, on va à l'université et on a aussi nos soins esthétiques. Oui. Donc, c'est culturel. C'est culturel, exactement. Donc, on ne se pose pas la question comme nous. Non, on ne se pose pas la question. D'accord. Et c'est une question que vos patients vous posent parfois? Est-ce qu'ils vous disent, docteur, vous aussi, vous l'avez testé ce traitement? Ah, toujours, effectivement. Et pour vous dire, j'ai beaucoup de patients même qui viennent, puisqu'ils me disent, on vous trouve belle, on vous trouve jolie, on veut avoir la même peau. Et quand j'entends ça, je dis, écoutez, on va commencer déjà par arrêter de fumer, ne pas s'exposer au soleil, avoir une bonne hygiène de vie, et c'est déjà presque gagné. Oui, parce que c'est ça, vous êtes médecin, donc... il y a les traitements qui peuvent améliorer la texture de la peau, la qualité de la peau, effacer une ride, donner de l'éclat. Mais effectivement, la base, c'est quand même de repasser, ou en tout cas d'adopter une hygiène de vie. Exact. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de la médecine morphologique anti-âge, puisque ce n'est pas juste des injections ou des lasers, c'est vraiment une hygiène de vie globale. Donc, il faut regarder comment le patient vit, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il s'expose au soleil, tout ça. Donc, il faut vraiment éliminer tous ces facteurs de risque également. Alors, la préjuvénation, c'est mon thème phare, puisque j'ai écrit des articles dessus. C'est l'art de la prévention en médecine esthétique, donc savoir commencer à traiter nos patients, donc patientes et patients, au plus tôt possible et être dans ces traitements non invasifs afin d'améliorer la qualité de la peau et de ne pas attendre la réjuvénation invasive où il faut traiter les rides bien installées ultérieurement. Donc ça veut dire que concrètement, l'idée c'est de traiter les rides mais avant qu'elles soient là. Exactement, avant qu'elles soient bien installées, oui. Donc en fait de traiter quelque chose qui n'est pas visible, qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle la prévention en médecine. D'accord. Parce qu'en même temps on se dit, oulala, s'il faut commencer à 20 ans, d'abord est-ce qu'on a envie de penser à ça quand on a 20 ans? Est-ce que c'est pas une nouvelle injonction? Alors, c'est une très bonne question. C'est pas une injonction. J'appelle ça un bien-être, savoir en tout cas s'occuper de notre peau comme tout autre organe dans notre organisme. L'éducation justement actuelle à travers les réseaux sociaux par exemple, vous entendez parler de la préjuvénation tout le temps. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça devient la nouvelle trend actuellement, globalement dans le monde entier. Je considère pas ça comme une injonction. Je considère ça comme un bien-être supplémentaire. On peut penser effectivement, on va faire des soins non invasifs tout doux, donc ce n'est pas vraiment une méthode invasive de traitement. Alors dans l'un de vos articles, vous soulignez que la génération Z, donc les plus jeunes, n'acceptent plus l'idée de vieillir. Et notamment, ils sont influencés en ça par les réseaux sociaux, donc ils recourent au traitement de préjuvénation. Est-ce qu'il y a un risque que dans 30 ou 40 ans, ils aient un visage dont on voit qu'ils ont eu recours à la médecine esthétique, qu'ils aient un visage qui est transformé ou bizarre parce qu'ils ont commencé à faire des traitements tôt, ou c'est pas la question? Alors, on n'a pas encore de recul, puisque comme on a dit, c'est une nouvelle trend, donc on n'a pas encore vu ces visages traités tôt à 30-40 ans, mais scientifiquement, ça ne doit pas être le cas, et ça, on va le voir dans le futur, puisque on a accompagné cette peau, en tout cas, à ralentir son vieillissement. On n'a pas arrêté le vieillissement. On a amélioré, en tout cas, la texture, la fermeté de la peau, par exemple. On n'est pas là à faire subir des traitements invasifs ou non indiqués. C'est vraiment, nous sommes dans l'accompagnement thérapeutique pour avoir une meilleure santé cutanée. On est aussi dans l'éducation. Par exemple, quand un patient de 20 ans va venir au cabinet demandant la préjuvénation, comme on disait. Donc, on va aussi également parler de son mode de vie, l'éviction solaire, éviction du tabac, etc. Donc, on est vraiment dans cette éducation thérapeutique, proposer des soins non invasifs doux. Donc, je ne vois pas comment cela va pouvoir nuire à notre peau, en tout cas dans 30-40 ans, voilà, au visage de nos patients. Oui, d'autant qu'on utilise des gels injectables qui se résorbent dans la peau, qui ne restent pas.
Ah, ça c'est sûr, en plus, oui. Parce qu'en fait, on se dit, la jeune génération est sur les réseaux sociaux, suit des influenceuses qui font la promotion de certains traitements, même si elles n'ont plus le droit aujourd'hui. Mais en tout cas, la peau zéro défaut, notamment avec les filtres qui sont utilisés sur les différents réseaux sociaux, ça donne une idée fausse de la peau, ça donne une idée d'une peau qui n'aurait aucune imperfection, alors que même si on prend soin de la qualité de sa peau, il peut y avoir des petites imperfections. Donc on se dit, les jeunes, ils viennent pour la préjuvénation. Donc là, c'est le côté entretien de la peau. Et ça, effectivement, c'est plutôt tourné sur la santé de la peau. Mais est-ce qu'ils ne viennent pas aussi souvent pour augmenter des pommettes, des lèvres, se soucier du contouring, en tout cas de leur... de ce qu'on appelle la jawline et tout ça, parce qu'ils sont influencés par ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Et de ce fait, par contre, là, il y a peut-être une idée de transformation un petit peu plus importante et qui pourrait poser problème si ce sont des traitements réitérés au cours des années qui suivent. Alors tout à fait, c'est là où notre rôle va être primordial, puisque nous sommes là, en tout cas pour pouvoir conseiller ces patients, les accompagner, leur expliquer la réalité des choses, les critères de beauté par rapport à leur examen clinique, donc pouvoir vraiment les mettre, comme on disait tout à l'heure, sur la bonne voie. Et toujours essayer, en tout cas, c'est un message à tous mes confrères, d'aller poser cette question, même si elle n'est pas explicite, en tout cas de la part des patients, leur demander s'ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont vu cette information, donc, et pouvoir leur expliquer les règles anatomiques, qu'est-ce qu'on peut faire, les critères de beauté, tout ça. Oui, parce qu'il y a un aspect psychologique aussi. Quand on est jeune, on se cherche. Évidemment, on a des icônes ou des personnes qu'on trouve belles et auxquelles on a envie de ressembler. Après, ressembler, si on s'y perd et qu'on perd les caractéristiques de son propre visage, c'est là où ça peut être un petit peu, où on peut être un peu bousculé. Et ça peut peut-être occasionner des soucis par la suite si on finit par ne plus suivre telle influenceuse, mais que finalement on lui ressemble parce qu'on a fait des traitements esthétiques. Tout à fait, c'est ce que je dis, c'est que cette consultation médicale qui va amener ce patient à venir va être l'occasion d'aller chercher cette information, de leur expliquer et de les sortir en tout cas de ces... convictions, de ces expectations irréalistes, de ces filtres qui tournent sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que beaucoup de patients ne savent pas que c'était un filtre, que c'était pas ses vraies lèvres ou son vrai nez ou son vrai teint. Donc il faut vraiment qu'on va chercher cette information et combattre ces misinformation, comme je dis dans mes articles sur les réseaux sociaux. Oui. C'est intéressant parce qu'il y a aussi un de vos confrères qui parlait dans un congrès de médecine esthétique en septembre et il encourageait ses confrères et consoeurs à accepter de traiter les demandes même si ils les jugent excessives, même si elles ne sont pas à leur goût, parce qu'il disait en fait à force de dire non parce que on trouve que non, on va pas faire des grosses lèvres là ou des grosses pommettes, il disait ça risque d'entraîner ces personnes à consulter des non-médecins. Alors, je ne vois pas les choses comme ça. En tout cas, régulièrement dans ma pratique, je vais pouvoir parfois passer 1 heure avec un ou une patiente à leur expliquer. Et je trouve qu'en accompagnant ce patient, il va au contraire bien comprendre. Il va dire, ce médecin a pris son temps, tout son temps pour aller m'expliquer. Donc, elle a vraiment un message fort à me passer. Je dois l'écouter. C'est pas en répondant à leurs soins que je vais les empêcher d'aller voir ailleurs ou en tout cas d'autres pratiques. Moi, mon devoir, c'est d'accompagner ce patient qui est en difficulté, si je trouve qu'il est en difficulté, de lui expliquer, de le conseiller. Je peux même lui proposer un traitement, en tout cas de suivi, un follow-up. Je vais, par exemple, lui dire, il faut qu'on se revoie d'ici 1 à 3 mois pour voir comment ça se passe et tout. Donc, ça m'arrive régulièrement aussi de même les voir avec les parents. Donc, quand je suis pas convaincue qu'on doit faire quelque chose, je dis non avec un grand N, grand O, grand N. Et vous dites les voir avec les parents, ça veut dire que parfois vous avez des mineurs qui viennent demander... Non, pas obligé. Moi, j'ai beaucoup de personnes majeures. Comme vous disiez, par exemple... disons, une patiente de 20 ans qui est complexée par ses lèvres et que
elle est vraiment perdue. Elle peut régulièrement, en tout cas, nous avons des patients majeurs qui viennent avec les parents, accompagnés par les parents, puisque même les parents ont trouvé que leur enfant est en difficulté. Et on va faire vraiment un entretien avec et les parents et le patient. Voilà, j'ai donné l'exemple, par exemple, des lèvres tout à l'heure. Donc, oui, c'est assez fréquent et régulier, oui. Mais du coup, tout ça, ça nous ramène à l'éthique, hein, ce qui est également un de vos sujets favoris. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est ce que vous soulignez dans l'une de vos publications. Donc, si le médecin se fie à sa propre éthique, il doit questionner ses limites. Mais par rapport à quoi? Par rapport à son propre goût, par rapport aux attentes irréalistes de son patient, par rapport aux limites anatomiques? Effectivement, la question d'éthique est une question pluridisciplinaire. Donc, on va commencer par notre serment d'Hippocrate qui dit primum non nocere. Donc, on ne va pas nuire. On va commencer par, comme je disais tout à l'heure, expliquer au patient ce qu'on peut avoir par rapport à son examen clinique, aller chercher s'il a des expectations réelles, lui expliquer s'il n'a pas d'expectations réelles, que ces expectations sont irréalistes et qu'on ne peut jamais avoir ça. Donc, aller mettre toute cette expertise médicale avec ce que j'appelle evidence-based medicine, les recommandations professionnelles, médicales, avec, en tout cas, il faut mettre tous ces éléments dans notre panier pour pouvoir arriver à une satisfaction de nos patients, tout en respectant leur bien-être, l'éthique médicale. Donc, il faut vraiment tout mettre, tous ces éléments dans notre panier. Oui, il faut savoir dire non parce que le praticien qui évoquait l'idée de finalement traiter les demandes excessives, ça voudrait peut-être dire oui tout le temps, mais on ne peut pas dire oui tout le temps. Vous Absolument. dites non dans quels autres cas à un patient Par exemple, une patiente qui va venir pour traiter ses lèvres et à l'examen, je vais voir qu'il n'y a pas besoin, donc je veux dire vraiment non. Ou une patiente qui va venir pour un jawline ou des pommettes, finalement pour toute indication non justifiée. Par la science et par mon devoir professionnel, je vais vraiment dire non. Alors les patientes plus âgées, je ne sais pas, comme vous êtes jeune, j'imagine que vous avez une patientèle jeune, mais je me trompe peut-être. Pas du tout, non, j'ai vraiment une patientèle variée, beaucoup de patients entre 40, 60 ans aussi. Les 50 ans et plus, qui n'ont encore jamais fait de médecine esthétique, sont souvent freinés par le risque d'engrenage. Ça, c'est un risque réel pour vous? Pas du tout. Alors ça, effectivement, je vais toujours expliquer à mes patients qu'il n'y a pas de risque d'engrenage. Nous sommes là pour traiter la peau. Notre peau est malade, donc elle a des rides. On considère ça une maladie de la peau puisque effectivement le fibroblaste, donc la cellule qui donne de collagène et d'élastine, ne fait plus son travail correctement. Donc c'est pour ça que je dis la peau est malade. Donc on va venir aller mettre ces fibroblastes dans un milieu riche en acide hyaluronique, en vitamines, voilà, antioxydants, tout ce que vous voulez, pour pouvoir stimuler son action. Donc, comme on est dans ces traitements avec des résultats naturels, ce qu'on peut appeler la French Touch, par exemple, ici en France, donc les patients ne vont pas trouver ça comme un engrenage ou comme une injonction. Au contraire, la patiente qui va venir pour la première fois faire ces traitements, elle va dire à chaque soin, elle va dire pourquoi je n'ai pas commencé à faire ça plus tôt puisque je me sens bien. Même mon entourage me dit, mais par exemple, Isabelle, pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt? Ou bien on te trouve très bien, épanouie, confidente. Donc c'est vraiment un soin de bien-être. Moi, la question de l'engrenage, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je me la pose également pour les jeunes générations. Parce que les jeunes générations qui commencent la préjuvénation, ça veut dire que là, elles vont en faire non-stop régulièrement toute leur vie. À quel moment il y a le risque de finalement se retrouver avec un visage qui est plus tout à fait le reflet de notre personnalité parce que finalement, à force de traiter ce qu'on considère être des petites imperfections, parfois on peut perdre, et on le voit sur des personnes plus âgées qui ont recours vraiment pour gommer leurs rides et tout ça, on finit par avoir quand même parfois des résultats un petit peu standardisés. Un anthropologue que j'avais invité dans ce podcast, David Le Breton, me racontait une anecdote. À la fin d'un congrès aux États-Unis, un des congressistes est sorti et il a pris le bras d'une femme qui n'était pas la sienne en pensant qu'elle était la sienne tellement elle lui ressemblait. D'ailleurs, c'est ce qui peut-être aussi fait que parfois on critique la médecine esthétique, c'est quand
elle va vers des résultats qui sont des résultats qui uniformisent. Et est-ce que c'est pas la limite ? Alors, je suis entièrement d'accord. Nous ne devons pas arriver à cette image, si vous voulez, de ne pas ressembler à soi-même. Nous sommes encore là, encore une autre fois, pour aller ralentir le processus de vieillissement, donc d'améliorer notre peau vieillissante sans pouvoir ne plus l'identifier. Encore une fois, c'est le rôle du médecin d'aller à chaque examen clinique faire son examen comme si c'était pour la première fois qu'il voit son patient. Aller regarder, évaluer, faire des photos, montrer les photos à son patient, discuter ensemble. C'est pas une recette de cuisine qu'il faut appliquer à tout le monde. C'est vraiment sur mesure. Chaque patient doit avoir son soin. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des combinaisons de traitement, parce que ça nous permet vraiment d'aller jongler avec tous ces soins et d'avoir le résultat optimal, exceptionnel, je veux dire, pour chaque patient, chaque unique patient. On aimerait tous et toutes pouvoir se passer du bistouri. Or, la médecine esthétique, pour le moment, ne traite pas encore très bien le relâchement, notamment le relâchement du bas du visage. Vous pensez que ça ne sera plus le cas dans les années à venir grâce aux innovations et qu'on pourra peut-être un jour se passer totalement de chirurgie esthétique ? Alors, à l'ordre du jour, on ne peut absolument, en tout cas, pas dire cela, puisqu'on n'a pas des techniques miraculeuses. Donc, quand vous entendez autour de vous, que ça soit pour des machines ou des injections, donc on n'est pas dans des résultats miraculeux. Donc, à l'ordre du jour, nous ne pouvons pas s'en passer de la chirurgie plastique. Évidemment, on est tous influencés par un certain nombre de normes esthétiques ambiantes. Mais c'est vrai qu'avec la tendance du body positivisme, on a l'impression qu'il y a aujourd'hui plus de beauté, plus de corps différents qui sont acceptés. Et donc, effectivement, le médecin, lui, il a son propre goût, mais son patient peut en avoir un autre. C'est complexe pour vous parce qu'à la fois, vous devez avoir une écoute et aller vers la satisfaction de votre patient ou patiente, et à la fois, vous avez vos propres limites, peut-être esthétiques. Comment vous gérez ça ? Alors tout à fait, c'est une question complexe à la longueur de nos journées dans nos cliniques. Je vous renvoie à mon dernier article, les expectations des patients en médecine esthétique à travers les 5 continents. Donc bien sûr, il faut regarder chaque culture, c'est ce qu'on a dit au début du podcast. Donc par exemple ici en France, on va aller chercher les résultats naturels, la French touch, il ne faut pas que ça se voit, il faut juste qu'on voit que ça donne un résultat naturel, ça améliore la qualité de la peau, ça donne un visage radieux, une bonne texture. Et par contre, par exemple, aux États-Unis, il faut que ça se voit pour que ça soit satisfaisant pour le patient. Encore une fois, il faut savoir bien écouter son patient, voir ses expectations pour pouvoir élaborer un plan de traitement sur mesure en fonction de notre culture, de là où on pratique. Est-ce que c'est possible de recourir à la médecine esthétique vraiment ? Est-ce que ça peut être une affaire entre soi et soi ou finalement on le fait parce que il faut avoir telle apparence physique à tel âge? Vous avez de tout. Vous avez des patients qui vont venir juste pour leur bien-être et d'autres puisqu'ils sont soumis à ces normes sociétales. Malheureusement, nous vivons dans une société qui nous demande en tout cas de garder une apparence, on va dire, avec des critères précis. Donc, c'est normal, en tout cas, de voir des patients qui vont venir pour leur bien-être et d'autres qui vont venir puisqu'ils sont tiraillés par ces normes sociétales dans leur entreprise ou à la maison ou dans leur famille. Et donc, ça peut être des patients à tout âge, en fait. Du coup, ça peut être des patients à tout âge, exactement. Parce que j'ai interviewé plusieurs femmes dans mon podcast qui disaient qu'elles avaient ressenti cette pression à partir de 45-50 ans. Oui, parce que quand on va atteindre un âge où vraiment les rides peuvent commencer à se voir et tout, bien sûr, c'est ce que je disais. Je pense vraiment à une patiente qui a un magnifique visage et qui a peur puisque dans son entreprise, elle va avoir 52, 53 ans et dans son entreprise, elle me dit ça comme ça, elle me dit que son chef n'aime pas du tout voir en tout cas les employés pas bien habillés, pas super maquillés, pas bien coiffés, donc c'est vraiment un des critères d'embauche. La médecine esthétique a beaucoup d'outils à sa disposition pour traiter le visage.
Au niveau du corps, elle peine encore à égaler la chirurgie esthétique. Est-ce que vous pensez que ça va... parce que souvent, c'est très coûteux quand on commence à traiter notamment le relâchement du corps. Alors, on voit venir des innovations tous les jours, que ça soit en injection, en injectable ou en IBDs, donc en machine, si vous voulez. Je pense qu'il faut encore un petit moment pour arriver à des technologies performantes, miraculeuses, encore une fois. On n'est pas encore là. Oui, parce que souvent c'est coûteux parce qu'il faut beaucoup de séances, ça prend des du grandes temps zones, parce qu'il y a des grandes zones. Voilà. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des demandes excessives, hein, parce que l'autre jour sur les réseaux sociaux dont on a parlé tout à l'heure justement, je voyais une influenceuse qui rapportait son complexe par rapport à son front qu'elle jugeait trop grand et qu'elle a décidé d'aller faire de la chirurgie esthétique pour déplacer la ligne des cheveux. Est-ce que vous avez en médecine, est-ce qu'il y a parfois des demandes qui vous paraissent aberrantes? Tous les jours, vous avez des patients qui vont venir puisqu'ils trouvent que leurs lèvres sont petites ou leur nez est grand ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on les examine, on voit que ce n'est absolument pas la réalité, puisque ces patients étaient influencés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais encore une fois, je dis toujours, notre présence, justement, est indispensable pour pouvoir accompagner nos patients, même lutter contre ces trends, par exemple, qui sont néfastes au bien-être de notre patient, de sa peau, etc. Donc, je donne un simple exemple. Il y a eu une trend sur TikTok il y a quelque temps, une trend très néfaste, c'est que les jeunes postaient leurs photos brûlés par le soleil. Et celui qui était plus brûlé par le soleil, il était encore meilleur et ainsi de suite. Donc, ça s'appelait Bad Tanning Challenge. Ils faisaient vraiment un challenge entre eux. Et donc, encore une fois, notre présence là sur les réseaux à aller expliquer que non, c'est pas bien, ça va provoquer des cancers de la peau, ça nuit à votre peau, etc. Donc, tout ça, au contraire, promouvoir l'importance de la protection solaire. Donc, maintenant, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous devons être présents dans nos cabinets à aller diffuser cette information et notre expertise médicale, cette science, et être même présents sur les réseaux pour aller répondre à cette bonne information médicale, pour pouvoir guider ces patients perdus dans cette société avec tout ce qui se passe autour d'eux. On parlait de l'influence des réseaux sociaux sur les normes de beauté. Vous avez l'impression d'être influencé par un certain type de beauté? Est-ce qu'il y a des femmes que vous trouvez particulièrement belles? Alors, les personnes que je trouve belles sont des personnes qui sont belles par leur personnalité, par leur sourire, par leur partage, par le bonheur qu'elles dégagent autour d'elles. Je ne veux jamais regarder les rides, s'ils ont une bouche pulpeuse ou aplatie. Non, pas du tout. Vous n'avez pas de déformation professionnelle, donc parce que moi-même, en tant que journaliste qui traite le sujet depuis des années, je repère les corrections. Et il y a des médecins, un chirurgien qui m'avait dit un jour, si une personne est belle avec ses rides, elle peut l'être sans ses rides, elle sera davantage belle sans ses rides. Alors, bien évidemment, si on met la belle personne, cette positivité, cette énergie flamboyante qui va sortir d'une personne avec, par exemple, un visage sans taches, une couleur homogène, par exemple, voilà, après un traitement des taches pigmentaires, des vaisseaux, etc. Bien évidemment, ça va donner encore plus de luminosité et ça va dégager encore plus de bonheur. Vous avez un rapport apaisé à votre apparence physique? Est-ce que vous avez, comme tout le monde, passé des périodes où c'était plus compliqué, où vous n'aimiez pas telle ou telle partie de votre visage ou de votre corps, ou finalement le fait d'avoir justement cet amour et d'être touché par la beauté, c'est quelque chose qui vous n'avez pas eu de soucis particuliers avec votre image? Alors, je n'ai pas eu de complexe particulier. J'aime bien, comme je disais au début du podcast, la beauté. Donc, voilà, j'essaie toujours de nettoyer ma peau, d'entretenir en tout cas mon visage dans un état correct. Vous me disiez que quand on a éteint le micro, là, que finalement, oui, peut-être vous aviez un petit complexe en ce moment. Alors, un tout petit complexe. Depuis quelques mois, j'ai commencé à voir qu'une de mes dents commence à pousser vers l'avant. Donc,
Directement, j'étais allée voir l'orthodontiste qui me conseille de porter des gouttières en ce moment. J'avoue, ce n'est pas très facile d'avoir les gouttières tout au long de la journée, mais j'essaye de les mettre puisque je ne veux pas que ma lignée dentaire soit modifiée. Oui, d'autant que vous aimez sourire, donc c'est vrai que c'est... Tout à fait. J'allais vous demander, vous aimeriez vieillir comme qui? Mais en fait, vous n'allez peut-être pas vieillir. Alors, je pense que je vais quand même vieillir, puisque nous vieillissons tous et c'est la loi de la vie. J'aime beaucoup Julia Roberts. Pourquoi je l'aime? Puisqu'elle a un sourire merveilleux. Et c'est ce que je disais, c'est vraiment le sourire, cette positivité, cette énergie qui sort de la personne qui va la rendre merveilleuse et belle. Ok, donc vous allez sourire, quelle que soit votre apparence physique dans les années qui viennent. Ah, j'espère bien, oui. Merci beaucoup, Diala Ekal, d'avoir partagé avec nous vos convictions et votre expertise. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire, une question ou toute autre remarque sur mon compte Instagram, Injonction et Bistouri. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de mettre plein d'étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux, je vous le dis souvent, pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.